Bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Maryse. Comment ça va? Bonjour. Ça va Julie, merci. Bienvenue à tous nos clients, qui sont déjà connectés. Eh bien écoutez, je vois que déjà, il est midi passé, donc si tout le monde est d'accord, on va pouvoir commencer. Je vous souhaite la bienvenue, à cette conférence en ligne, sur l'ouest du Canada en hiver, présentée par notre agence Cercle des Voyages et également, l'office de tourisme, qui représente le Canada en France. Donc je suis Julie, je suis responsable marketing et je suis accompagnée aujourd'hui de Maryse. Maryse, je vais te laisser te présenter. Merci et donc bonjour à tous. Donc je suis Maryse, donc je suis responsable de tout ce qui est partenariat, donc les relations avec les agences de voyage chez Destination Canada, qui est l'Office de tourisme du Canada en France, comme l'expliquait Julie. Donc ravie d'être là. Merci Maryse. Et puis Camille, Camille qui travaille avec moi chez Cercle des Voyages, je vais te laisser te présenter également. Tout à fait. Donc moi, je suis conseillère spécialiste du Canada chez Cercle des Voyages depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est pareil, c'est un très grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Camille. Et puis dans l'ombre, nous avons une autre collaboratrice, qui travaille avec moi, qui est Valentine et qui va pouvoir vous répondre dans le chat, si besoin pour vous accompagner, si vous avez des petites questions techniques ou autres, pendant ce webinaire. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'agenda, de notre conférence. Donc nous allons commencer par une présentation, de l'agence Cercle des Voyages, puis Maryse vous parlera plus en détail, de l'ouest du Canada. Camille vous présentera ensuite les plus belles adresses de la région, ainsi que toutes les activités, que vous pouvez réaliser lors d'un voyage dans l'ouest du Canada en hiver. Et puis à la fin, nous aurons un petit temps, de questions-réponses. Donc je vous invite tous à poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve, en bas à droite de votre écran. Et puis ensuite, ce seront, Maryse et Camille, qui pourront répondre, à la fin de leur présentation. Voilà. Alors avant, de nous plonger, dans les merveilles de l'Ouest canadien, permettez-moi de vous présenter notre agence. Cela fait maintenant plus de 25 ans, que nous avons le privilège de faire voyager nos clients aux 4 coins du monde, à travers plus de 90 pays aujourd'hui. Et ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est vraiment, notre équipe, de conseillers passionnés. On travaille vraiment avec des experts qui connaissent, leur destination comme leur poche. Vous allez le voir, Camille va en donner un très bon exemple, pendant notre conférence. Notre agence, c'est vraiment une véritable communauté de voyageurs passionnés qui partagent, une même vision. Voilà, c'est celle d'un voyage qui transporte, qui émeut profondément. Nous pensons que chaque voyage est vraiment une aventure unique que vous créez avec votre conseiller. Et c'est pour ça que nous prenons le temps de comprendre vos rêves de voyage et de les transformer en réalité. Tous nos conseillers partagent bien évidemment avec vous leurs connaissances, les petits secrets bien gardés et puis également les adresses incontournables pour faire de votre voyage une expérience inoubliable. En plus, quand vous êtes membre, client Cercle des Voyages, vous avez accès à une conciergerie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions, à tous vos besoins et votre conseiller est toujours joignable sur sa ligne directe. Eh bien maintenant, place à l'aventure. Maryse, je vais te laisser la parole et tu vas nous emmener à la découverte de l'ouest du Canadien en hiver. Maryse, c'est à toi de jouer. Merci. Donc ben voilà, je suis ravie, d'être avec vous. Vous allez entendre mon accent pendant la présentation. Donc je suis originaire de Montréal, donc je suis canadienne, installée en France et puis, beh, je suis ravie aujourd'hui de vous parler d'une région de mon pays que j'adore, hein, l'ouest du Canada. Avant de débuter, les présentations, je voulais, simplement, faire un petit aparté par rapport aux communautés autochtones. Donc vous dire qu'au Canada, on reconnaît tous les peuples autochtones et les territoires ancestrales qui sont
non cédé de tous les Premières Nations métisses et Inuits. D'un océan à l'autre, là, le Canada prend sa force dans sa diversité, sa multiculturalité, donc pas seulement, pardon, avec les peuples autochtones, mais avec tous nos nombreuses vagues d'immigration qu'on a eues au Canada et qui, pour nous, est une vraie force. Et donc, on s'engage à améliorer nos connaissances de ces peuples-là, des peuples autochtones et de leur culture. Et on décide d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation, collaboration. Donc, on a à cœur aujourd'hui de vous présenter les initiatives autochtones, leur esprit d'entreprise qui permettent au tourisme d'impacter positivement les communautés. Et donc, vous avez l'adresse ici et je sais que Camille est au fait, donc, et les autres collègues aussi chez Cercle des Voyages qui pourront vous proposer de belles activités avec les communautés autochtones. Donc le Canada est ouvert. Je vous rappelle donc qu'il faut un passeport en cours de validité pour aller au Canada. De demander aussi une autorisation de voyage électronique. Elle est valide de 5 ans. 5 ans selon la validité de votre passeport. Donc si par exemple il reste que 2 ans sur votre passeport et que vous le renouvelez, il faudra refaire une nouvelle demande d'AVE à ce moment-là. Mon conseil, c'est de faire la demande d'AVE dès que votre voyage est confirmé, hein, dès que ça y est, vous avez pris la décision de partir avec Cercle des Voyages. À ce moment-là, vous avez plusieurs mois pour, il peut y arriver parfois, alors c'est très, très, très rare, mais il peut y arriver qu'en fait, on vous demande de vous fournir un papier supplémentaire où il y a peut-être une question et donc ça laisse le temps aussi de bien finaliser la demande d'AVE. Voilà. Le Canada est très grand, hein, vous savez, on est le deuxième plus grand pays au monde. On a 10 provinces et 3 territoires. Donc, on a 3 océans, donc l'océan Arctique, Pacifique et Atlantique. Et puis, on a 60 des lacs de notre planète. On a aussi 2 langues officielles, ce qui est important de préciser, surtout quand on va parler de l'Ouest qui est majoritairement anglophone. Mais sachez que comme on a 2 langues officielles, il y a énormément de provinces au Canada où on va avoir par exemple les pancartes, l'affichage, les menus dans les restaurants, même le packaging. Si vous allez faire des petites courses, ben, vous allez voir souvent c'est traduit en français. Donc ça peut aider, il faut être bien à l'aise avec ça. Et puis donc aussi, je vous disais, on est fiers de notre héritage autochtone avec les 617 communautés qu'on a hâte de vous faire découvrir. On parle au Canada de tourisme régénératif. Ce qu'on aimerait, nous, c'est développer tous les aspects écologiques, économiques, mais aussi sociaux, parce qu'on pense que donc, si on améliore la vie des Canadiens par le tourisme, ça peut aussi enrichir la vie des visiteurs. Je vous amène tout de suite en Colombie-Britannique. C'est la province qui est tout à fait à l'ouest du Canada. On peut y accéder avec des vols directs d'Air France en Paris-Vancouver. Et puis là, on a 2 heures de décalage horaire. On arrive à Vancouver. Donc, parmi les 6 villes canadiennes qui ont une liaison directe avec la France, Vancouver, c'est la porte d'entrée de l'Ouest. C'est aussi une ville qui est très dynamique, qui sert de lieu de tournage, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent Hollywood North. Euh, Vancouver est au même niveau que Paris. Donc, l'hiver, la température est assez similaire que ce qu'on peut avoir à Paris. Par contre, on est entouré de montagnes. Alors là, vous ne le voyez pas sur la photo parce qu'on est vers l'océan et dos à la montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à 20 minutes du centre-ville de Vancouver, on peut donc troquer le petit impair qu'on avait dans l'après-midi ou le coupe-vent pour la doudoune et puis aller sur sur les belles pistes de ski qui sont vraiment à 20 minutes du centre-ville. Ça, c'est le gros avantage de Vancouver. Je vous amène vers Squamish. Donc, c'est une ville qui a environ à peu près 1 heure au nord. C'est sur la route Sea to Sky Highway, donc de la route de la mer jusqu'au ciel. C'est une route qui est panoramique entre fjords et montagnes côtières où chaque tournant là, est vraiment impressionnant. C'est l'option la plus rapide pour se rendre jusqu'à Whistler depuis Vancouver. Et puis, ben, si vous avez envie de voir des très belles demeures ou des beaux points de vue juste au bord de l'eau, il y a une route côtière aussi qui existe donc en contrebas de l'autoroute qui est gratuite. L'autoroute, mais il y a une petite route tout en bas si vous voulez voir les maisons. On arrive donc à Whistler, qui est le plus grand domaine skiable en Amérique du Nord. C'est la région qui a accueilli les JO en 2010. Donc, on a du très beau ski et aussi de l'après-ski. Donc, si ça intéresse les gens.
Et si vous êtes skieur ou non, on vous propose de découvrir donc ce domaine skiable avec le Peak to Peak. C'est donc il y a tout un réseau de téléphériques hein, qui vous permet de découvrir, prendre de la hauteur et puis découvrir les beaux panoramas, même en version piéton. C'est-à-dire qu'il y a des passes pour le téléphérique qui sont beaucoup moins chères, hein, puisqu'il n'y a pas la passe de ski. Et donc, on peut traverser du mont Whistler jusqu'au mont Blackcomb en 11 minutes. Et puis, donc, on va, là, il y a 4,4 km de traversée. C'est vraiment très impressionnant et c'est à faire, hein, été comme hiver. Je vous amène maintenant plutôt vers l'est de la province. On est dans le parc de Kootenay. Donc, pour visiter les Rocheuses hors des sentiers battus, on vous propose le parc de Kootenay qui est vers les villes de Kimberley et Cranbrook. Donc, les rivières l'été, les rivières sont gelées, glacées, on va dire, et l'hiver, elles sont plutôt gelées. Et donc, on a aussi un grand contraste avec beaucoup de sources thermales dans cette région-là. Et puis on arrive à Yoho qui est, quant à lui, donc aussi, dans la même région, donc tout près de la frontière de l'Alberta. La limite qu'on voit entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, c'est en fait la ligne de séparation des eaux. Donc le parc de Yoho est sur l'autre versant, des Rocheuses et là, il y a beaucoup de sentiers de randonnée. On peut faire, du ski de fond, mais comme vous le voyez sur la photo, c'est aussi un des très hauts lieux de l'héliski au Canada. Donc maintenant l'Alberta, on peut voler, en direct sur l'Alberta, donc avec, les vols, WestJet qui font un Paris, Calgary en direct et là, il y a 8 heures de décalage horaire. Le sport a sa place à Calgary, hein. On peut, revivre les Jeux olympiques, d'hiver de 1988. Donc il y a énormément d'installations qui ont été construites, dont, Winsport, où on peut aller tester, ouais, peut-être sa tension. On est allé tester le bobsleigh, sur le site officiel des Olympiques. On peut aussi aller faire du patin. Il y a, toutes les centres d'entraînement, en fait, des équipes sportives canadiennes pour les Olympiques d'hiver sont encore à Calgary. Donc, on peut rencontrer, parfois, des sportifs olympiques, sur les entraînements. Et puis oui, je vous ai mis une petite référence à Rasta Rocket parce que c'est suite, aux Olympiques de Calgary que le film avait été fait, donc sur les Jamaïcains là, qui avaient un rêve fou d'obtenir la médaille d'or en bobsleigh aux Olympiques. Donc c'était à Calgary. Depuis Calgary, quand on prend la route vers Banff, à peu près à 30 minutes avant d'arriver à Banff, moi, je vous conseille un arrêt dans les ranchs de la vallée de Kananaskis. Donc, c'est près de la ville de Kenmore. C'est le moment là, de sortir le chapeau de feutre, les vestes en flanelle, le foulard coloré pour aller aider les cowboys dans leur quotidien. Donc, c'est souvent proposé l'été, mais sachez que l'hiver, on peut aussi faire des sorties à cheval dans les différents ranchs. Donc, l'activité principale des ranchs, ça tourne évidemment autour des chevaux, mais on peut aussi faire des randonnées pédestres l'hiver sur les sentiers ou en raquette. Il y a du tir à l'arc qui est organisé, aussi apprendre à faire du lasso. On peut faire du traîneau à chien sur leur territoire. Il y a des cours de survie en forêt, donc c'est assez original. On peut apprendre à construire des chalets en rondins. Et puis, ben, évidemment, on peut observer la faune. Et donc, ça fait des très, très beaux moments de détente, là, comme vous voyez ici sur la photo, voilà, après la balade à cheval. Autre activité qu'on peut faire dans les Rocheuses maintenant, donc ça peut être autant dans le parc de Banff que dans le parc de Jasper. On peut traverser les forêts enneigées en fat bike, donc c'est les vélos à gros pneus. C'est dans des très, très beaux cadres naturels. Et on peut aussi, donc je voulais vous montrer ici le contraste qu'on a entre l'été et l'hiver. Donc l'été, donc on voit les belles cascades qu'on peut parcourir là en kayak pour ceux qui sont les plus aguerris. Et l'hiver, on peut faire de l'escalade de glace. Sur plusieurs sites en Alberta. Sachez que c'est pour tous les niveaux, donc ça peut se faire en famille, c'est à partir de 10 ans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sites différents. Il y a plus d'une centaine de voies d'escalade. Et si vous sentez pas de participer, on peut aller voir une compétition. C'est vraiment très impressionnant à faire. Donc, il y a aussi des canyons, autant dans les parcs de Jasper que Banff. Donc, la photo que vous voyez ici, c'est le canyon Maling dans le parc de Jasper, mais vous avez peut-être déjà entendu parler du Johnston Canyon
dans le parc de Banff qui propose le même genre d'activité. Ici, ce qu'on vous suggère, c'est de chausser les crampons et de prendre une lampe frontale et d'aller découvrir les œuvres de la nature. L'été, on va marcher plutôt en haut des canyons et on va les surplomber pour les regarder vers le bas. Et puis l'hiver, ce qui est vraiment magique, c'est de marcher sur l'eau glacée. Si vous avez la possibilité de faire cette activité-là plutôt en après-midi, vers 16 heures, le soleil commence à baisser et le jeu d'ombre et de lumière est magnifique. Alors, si vous êtes photographe, il faut absolument y aller vers ces horaires-là. Et puis, ben, on joue aussi avec la lampe frontale pour créer ces effets de lumière-là. C'est à ne pas manquer. Edmonton maintenant, qui est la capitale provinciale de l'Alberta, c'est une ville qui est très animée, qui a plus de 30 festivals tout au long de l'année. Un très gros festival qui s'appelle les Canaux volants, qui a lieu en février chaque année. Et c'est un festival qui est organisé en collaboration. Donc, c'est la communauté francophone d'Edmonton avec la communauté autochtone d'Edmonton. Donc, pour un petit peu célébrer leur passé commun. Donc, c'est très intéressant à faire et donc, ça se fait en français en grande partie. Donc, on s'intègre très facilement. Et puis, je vous ai mis, donc, sur la photo là, on a tous les clichés d'Edmonton l'hiver, c'est-à-dire on va au match de hockey. Donc, on voit les gens qui sortent du match. Et puis, il y a une exposition qui est dans le centre-ville qui est gratuite. C'est le Neon Sign Museum. Donc, c'est carrément un musée pour eux. Et ça retrace un peu l'histoire de la ville. Donc, c'est super intéressant d'aller voir. Et puis, donc, en soirée, on découvre encore mieux cet attrait-là de la ville. Au nord d'Edmonton, vous avez un parc qui s'appelle le Elk Island. C'est le plus grand, c'est là où se trouve le plus grand troupeau de bisons en liberté au monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthode du pouce, hein, on en avait parlé, je crois, sur la dernière présentation qu'on avait fait ensemble, mais je la rappelle parce que c'est toujours important la sécurité. Donc, la règle du pouce, c'est il faut tenir son bras droit devant soi comme ça. Et si l'animal, le bison, est caché derrière votre pouce, c'est que vous êtes en sécurité, sinon il faut reculer. Alors, sachez que ça fonctionne pour les ours aussi. Les loups, ça ne fonctionne pas, c'est trop tard. Et, et ça marche aussi pour les mouflons, parce qu'on peut voir aussi beaucoup de mouflons dans l'Ouest canadien. Alors, dernière étape de notre voyage dans l'Ouest canadien, le Yukon. Alors, je vais laisser Camille vous en parler plus en détail, mais oui, c'est là qu'on peut voir les aurores boréales. Il y a 9 heures de décalage horaire et donc on a des vols directs depuis Vancouver pour aller jusqu'au Yukon. Et on a aussi maintenant des vols qui sont au départ de Toronto avec une petite escale à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest, et qui vont ensuite vers Vancouver, vers, pardon, Whitehorse. Donc, la région est de plus en plus accessible, ce qui est une excellente nouvelle. C'est pour les amateurs là, de territoires préservés, il y a vraiment de quoi faire dans ces territoires-là au nord du Canada. Donc, le parc de Kluoni que vous voyez ici, c'est le plus grand parc national canadien. Et donc, voilà, la même superficie que la Belgique, qui se couvre l'hiver et l'été en survol. C'est possible de le faire. Je voulais vous faire un petit mot aussi sur la mobilité douce au Canada. C'est possible de traverser le Canada en train toute l'année. La route la plus mythique, c'est le Canadien. Donc, c'est la route qui va relier la ville de Toronto et la ville de Vancouver. Donc, c'est possible de faire 2 arrêts sur le trajet. Donc, on vous recommande de profiter de cet avantage-là pour, pourquoi pas visiter les villes de Winnipeg et donc qui est au centre du pays au Manitoba et la ville de Jasper dont on parlait tout à l'heure en Alberta. Et puis, sachez que c'est assez particulier le train au Canada. Si vous prévenez 48 heures en avance, le train peut s'arrêter entre les gares. Donc, ça peut arriver sur votre trajet. À ce moment-là, bah, c'est en fait, par exemple, quelqu'un qui a un hébergement qui est vraiment hors des sentiers battus. Ça peut être les pêcheurs l'été ou les randonneurs l'hiver qui vont être embarqués. Je vous ai mis quelques vues là du train pour que un petit peu vous puissiez vous projeter. Donc, il y a toujours vous voyez le wagon sur la droite panoramique là qui a un grand succès, super agréable. Et puis, ben, un petit mot sur une immersion maintenant auditive au Canada. Je vous propose nos podcasts qui s'appellent Tire-toi une bûche. Donc, avec ma collègue Cyrielle, on s'est beaucoup amusé à préparer ça pour vous. On traite donc de nos icônes canadiennes, par exemple les lacs canadiens, les ours, nos hivers, les aurores boréales, notre cuisine, nos trains, on en parlait tout à l'heure. Et à chaque fois, on fait venir un expert canadien
pour parler du sujet, hein, toujours en français, et puis une personne des communautés autochtones pour traiter du sujet par le prisme autochtone. Donc, à découvrir voilà, sur toutes les plateformes habituelles. Grand merci pour votre attention. Alors, je pense que nos collègues chez Cercle peuvent vous donner énormément d'informations sur le Canada. Si vous voulez commencer vos petites recherches et travailler sur votre voyage, il y a aussi le site mycanada.fr. C'est notre site à nous de l'Office de tourisme. Voilà. Merci Maryse. Eh bien, maintenant Camille, c'est à toi. Merci beaucoup les filles. Du coup, alors moi je vous propose, de faire, des petits points, de se concentrer sur des points un petit peu plus précis. Alors pour commencer les activités, parce que c'est vrai que quand on pense au Canada en hiver, on va tout de suite penser aux températures négatives, au fait que, bah, voilà, on va pas pouvoir sortir de chez soi. Mais détrompez-vous, les Canadiens ne s'arrêtent vraiment pas de vivre en hiver, bien au contraire. C'est une saison qui apporte certes de la neige et du froid, mais avec elle la possibilité de faire de très belles activités. Par exemple, à Whistler, dont on parlait tout à l'heure, donc qui est la plus grande station de ski en Amérique du Nord, vous avez la possibilité de faire du ski, mais aussi de l'héliski. Donc, Whistler, vous êtes à peu près à 1h45 de route au nord de Vancouver et du coup, vous êtes vraiment, comme le disait Maryse, dans un domaine skiable, très, très grand, avec des pistes de tout niveau. Mais pour changer d'une journée de ski un petit peu plus classique, on vous propose de partir accompagné d'un guide le temps d'une journée ou plus si vous aimez l'aventure, qui vous mènera en hélicoptère du coup équipé de ski, donc les fameux héliskis au sommet pour vous permettre d'entamer, une descente, loin des foules et dans un décor, exceptionnel. Donc avis aux amateurs de sensations, ça vaut vraiment le détour. Au niveau, d'activités après plus tranquille, plus propice à la détente, vous avez tout ce qui touche aux sources d'eau chaude. Donc vous en trouvez à Jasper et à Banff. Donc là, nous sommes en Alberta, au cœur des Rocheuses canadiennes. C'est vraiment une belle activité pour un moment apaisant face à la montagne. Comme vous le voyez, sur les photos, il y a quand même un très joli panorama face à vous. Celles de Banff, elles font partie des plus anciennes du Canada, mais celles de Jasper sont réputées pour être vraiment les plus chaudes. Pour vous donner une idée, quand l'eau sort des montagnes, elle émerge à une température d'environ 54 degrés. Mais rassurez-vous, elle est quand même ensuite refroidie pour vous permettre de vous prélasser dans une eau qui tourne autour des 40 degrés à peu près. Sinon, toujours dans les Rocheuses, pour continuer sur les activités, il y a vraiment une expérience incontournable à vivre, comme par exemple à Jasper où vous pouvez faire du traîneau à chien. Donc je ne vous présente plus cette activité, mais ça va vous permettre de vous élancer, derrière votre équipage de husky, après avoir reçu bien sûr les conseils et les consignes de votre guide musher qui vous présentera votre équipage et vous enseignera la conduite. Donc un petit peu tel des trappeurs ou des chercheurs d'or, c'est au rythme de la foulée de vos chiens que vous pourrez découvrir de somptueux paysages enneigés. Ceux du parc national de Jasper sont vraiment de toute beauté et ça permet, voilà, d'aller un petit peu dans des endroits où la voiture ne peut pas aller. Et pour un petit retour au calme avec un avant-goût de Scandinavie, à Whistler, mais aussi à Banff, vous pouvez trouver, de très jolis spas scandinaves. Donc là, on est sur des bassins extérieurs, mais aussi, des installations intérieures où vous pouvez notamment avoir, différents bains chauds, des massages, le tout, voilà, face à la neige et face à un panorama, vraiment exceptionnel. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous suggérer comment occuper vos journées, mais je vais vous présenter également quelques-unes de nos adresses, un petit peu coup de cœur pour vous permettre de passer de belles nuits, bien au chaud. Donc Marie se parlait tout à l'heure un petit peu de la mise à l'honneur des traditions autochtones. Donc c'est ce que font, c'est ce que fait Métis Crossing. Donc c'est un tout nouvel hébergement qui vient d'ouvrir en Alberta, dans la région d'Edmonton, donc plus au nord de la province. Donc là, vous avez rendez-vous avec un lodge, de luxe qui vous invite à découvrir un petit peu les traditions amérindiennes, toute, l'histoire autochtone. Vous dormirez du coup dans un endroit qui propose seulement 40 chambres, donc c'est vraiment une structure, à taille humaine et pour des nuits un petit peu plus insolites, le lodge, propose un peu des dômes transparents, comme vous voyez sur la photo, ce qui vous permet de dormir sous les étoiles et peut-être avec un peu de chance, sous les aurores boréales. Et alors pour rester justement dans ce thème des aurores boréales, on vous propose de monter plus au nord du coup au Yukon
Vous êtes vraiment donc tout au nord du Canada. C'est une province qui est voisine de l'Alaska aux États-Unis. C'est dans cette région-là que se déroulent tous les romans de Jack London que nous connaissons bien à l'époque de la ruée vers l'or. Donc dans ce resort, le Northern Light Resort and Spa, vous vous trouvez à 20 minutes de Whitehorse, qui est la capitale de la province. Vous êtes vraiment dans un établissement en pleine nature, au calme, extrêmement confortable. Donc vous avez certains chalets en bois rond qui vont vous permettre de vivre le rêve ma cabane au Canada, mais sinon vous pouvez un petit peu opter pour des chalets comme celui de la photo avec de grandes baies vitrées qui vont vous permettre de maximiser vos chances d'observation des aurores boréales, sachant que vous êtes vraiment loin de toute pollution lumineuse, donc ce qui met vraiment toutes les chances de votre côté. Et voilà, pour ne pas déroger à la règle du bien-être, l'hôtel propose également des installations de type sauna, spa et possibilité de massage pour se détendre après les journées d'aventure. Toujours au Yukon, donc là, on se situe un petit peu plus loin, on est à 30 minutes de Whitehorse, au Boreal Ranch. Donc là, vous êtes vraiment dans un hébergement très confidentiel qui est niché au cœur des montagnes et c'est vraiment une adresse éloignée du tourisme puisqu'elle ne propose que 6 chambres au total. Donc là, pareil, vous pourrez profiter de différentes activités la journée et le soir, passer vos soirées autour du feu ou alors sur une plateforme qu'ils ont construite pour vous permettre d'observer les aurores boréales. Et bien entendu, il est impossible de terminer, cette partie sur les hébergements sans vous parler de la chaîne hôtelière Fairmont. Donc c'est une chaîne hôtelière qui est très présente au Canada et surtout dans l'Ouest. Dans l'Ouest, on les retrouve à Vancouver, mais principalement à Jasper, Whistler et à Banff, ainsi que sur les rives du lac Louise. Donc c'est le fameux lac turquoise qu'on voit souvent, sur les visuels de cette région. Donc cette chaîne met vraiment à l'honneur le luxe et le confort, tout en conservant quand même, une certaine authenticité. Comme vous le voyez sur la photo, souvent ce sont des établissements qui vont avoir des allures un petit peu de château nichés dans les montagnes ou dans la nature. Donc je vous laisse imaginer, le rendu au milieu des sapins enneigés. On a vraiment l'impression d'être transporté, dans un livre de contes pour enfants, par exemple. Alors du coup, pour mettre un petit peu tout cela en forme, je vais vous proposer, quelques idées d'itinéraire. Ça rendra un petit peu, cela concret. En général, il faut savoir qu'à cette période, dans ces régions-là en hiver, on vous conseille de partir entre 8 et 10 jours, sachant que bien entendu, on va s'adapter à vos souhaits, à votre demande. C'est ça aussi, l'avantage et la beauté du voyage sur mesure. Donc par exemple, pour un hiver, dans les Rocheuses, sur un voyage à peu près d'une semaine, on vous propose une inspiration de programme qui est idéale pour les voyageurs qui souhaitent rayonner, mais ne pas changer d'hébergement. Donc c'est vraiment un programme qui s'adapte très bien aux familles. Vous aurez l'avantage de ne pas avoir à refaire vos valises tous les matins, tous les soirs. Donc, par exemple, après une arrivée à Calgary, vous récupérez votre véhicule de location à l'aéroport et on vous propose de prendre la route jusqu'à la région de Banff, qui est située à peu près à 1 heure et demie de route. Vous établirez votre camp de base dans la station de montagne, donc une station qui est vraiment très animée, que ce soit en été, en hiver, 2 jours, 2 jours comme de nuit, pardon. Sachant que bon, qui dit Canada dit nature, la région de Banff, n'est vraiment pas en reste. Par exemple, on peut consacrer une journée à une balade guidée dans le canyon Johnston dont parlait Maryse, tout à l'heure. C'est vraiment une randonnée qui va vous permettre de marcher dans un étroit canyon où en été, les cascades sont extrêmement bruyantes, mais en été, vous avez vraiment le frisson de l'hiver qui a réduit tout cela au silence. Donc vous pourrez passer sur des sentiers de glace, mais après des sentiers de neige également. Vous avez tout un système de passerelles en acier qui sont suspendus aux parois pour vous permettre de saisir un petit peu toute la beauté des formations glaciaires. Le point d'orgue de cette sortie, c'est vraiment le moment où vous allez passer derrière une chute gelée pour voir vraiment l'arrière de la cascade avec, encore plus en fin de journée du coup, toute la beauté de la lumière qui vient donner un jeu de couleurs assez intéressant. Sinon, il est possible aussi de passer une journée du côté du lac Louise, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est situé à peu près à 40 minutes de route de Banff. Il est turquoise en été, mais il est gelé en hiver avec une couche bien épaisse, rassurez-vous. Et c'est vraiment un très beau terrain de jeu pour les patineurs. Vous avez possibilité de louer des patins sur place directement. Et il est possible, au départ du lac Louise, de partir en forêt avec un guide pour une sortie d'observation de la faune et de la flore locale. Ceux qui se sentent après l'âme d'un trappeur,
je ne peux que vous conseiller de partir en randonnée en raquettes du côté du Marble Canyon dans le parc de Kootenay. Le parcours est assez simple et il vous permet de profiter de très jolis points de vue sur les montagnes des Rocheuses, avec pour seule musique le bruit de vos raquettes qui s'enfoncent dans la poudreuse. C'est très agréable. Et bien sûr, en fin de journée, profitez des activités un petit peu d'after-ski, pardon, baignade dans les sources d'eau chaude, vous prélasser au spa nordique, balade à cheval, ou tout simplement vous retrouver en famille dans le confort de votre hébergement. Du coup, nous parlions tout à l'heure de l'héliski, donc une autre inspiration de voyage que je peux vous proposer, c'est de partir faire à peu près une semaine de nouveau du côté de Whistler, donc en Colombie-Britannique. Donc là, votre porte d'entrée, ce sera vraiment Vancouver, et vous pourrez rejoindre Whistler au volant de votre véhicule en à peu près 1h45. Là, vous pourrez emprunter la superbe route dont Maryse vous parlait tout à l'heure, la route Sea to Sky, qui vous mène vraiment de l'océan jusqu'au ciel. Et pendant cette semaine, vous aurez l'opportunité de pratiquer à la fois le ski alpin sur le domaine. Encore une fois, c'est vraiment un domaine qui est accessible à tous les niveaux. Il y a aussi possibilité de faire de la motoneige. Vous avez la vallée Callaghan qui est pas loin et qui est assez préservée, ou également du chien de traîneau. Et pour faire monter les sensations d'un cran, on peut vous proposer une journée d'héliski qui vous permettra de prendre un petit peu de hauteur. Et ce qui peut être très sympa pour revenir progressivement à la civilisation, c'est de terminer votre voyage par une étape à Vancouver, qui est une ville très aérée et très agréable. Vous pourrez vous promener dans le parc Stanley, visiter l'aquarium, déambuler dans les allées du marché de Granville, qui est tout illuminé en hiver, prendre un verre face au coucher de soleil sur l'océan. Voilà, ça permet de terminer le voyage en beauté. Et pour reparler un petit peu du Grand Nord canadien, donc de la province du Yukon, on vous propose, pareil, un petit peu sur le même principe, un séjour multi-activités avec un seul hébergement pour camp de base. Alors comme on le disait tout à l'heure, cette province, elle se mérite puisque du coup, vous ferez, une escale quand même à Vancouver pour vous permettre, d'avoir un vol direct, depuis l'ouest du Canada. Vancouver, on peut y rester 1 ou 2 nuits selon vos souhaits avant de s'envoler pour Whitehorse. Et à partir de votre arrivée à Whitehorse, vous vous laissez conduire. Vous serez transféré de l'aéroport à votre hébergement. Les activités seront prévues à l'avance. Vous aurez un petit planning qui vous sera remis sur place. Et je vous conseille vraiment sur place de loger au moins 4 ou 5 nuits pour prendre le temps et vivre l'expérience du Grand Nord. Alors, comme par exemple, c'est vrai que l'expérience la plus connue dans ces régions-là, c'est le chien de traîneau sur les traces des chercheurs d'or et de Jack London. Une sortie guidée en motoneige, louer des fat bikes pour partir à vélo en forêt et vous éloigner un petit peu plus au milieu des sapins qui croulent sous le poids de la neige. Il est également possible de faire des sorties en raquettes. Elles seront mises à votre disposition pendant tout le séjour. Dans tous les cas, vous serez vraiment loin des foules dans ces régions-là. Et chaque soir, ce que je vous propose, c'est de vous habiller chaudement, de sortir vous promener dans les environs de votre hébergement, de lever le nez et de croiser les doigts, car les aurores boréales sont sûrement de la partie. Vous pouvez vraiment les observer sur toute la période de l'hiver, du moment que le ciel est bien dégagé. Et sachez que pour les plus aventuriers d'entre vous, dans ces régions-là, on peut organiser une expédition de 3 jours en traîneau à chien. Donc vous aurez le même équipage de chiens et le même guide avec vous pendant 3 jours et le soir, vous dormirez, dans une cabane, bien sûr tout confort. Donc encadré de votre guide, vous apprendrez à connaître, vos huskies le premier jour, vous apprendrez la conduite, mais également le soin à apporter à tous vos compagnons à 4 pattes et chaque jour, pardon, vous vous enfoncerez un petit peu plus dans la toundra alpine et dans la forêt boréale avec des sentiers dont la difficulté variera, en fonction de votre apprentissage. Mais ça permet vraiment de faire, une parenthèse enchantée pendant 3 jours avec, de belles sensations. Vous en apprendrez plus aussi grâce à votre guide local sur l'histoire et la géographie de toute cette région qui est encore très préservée et qui a beaucoup de secrets, à vous apprendre. C'est vraiment un séjour qui est loin des foules, proche de la nature et des locaux et qui va vous permettre vraiment de vivre une immersion complète, dans le Grand Nord. Donc voilà un petit peu pour les différents programmes, desquels on peut s'inspirer pour construire votre voyage. Et on parlait tout à l'heure de la compagnie WestJet. Donc, c'est une compagnie canadienne qui est la seule à proposer des vols directs depuis Calgary jusqu'à Paris. Alors, c'est vrai qu'on sait que le retour en Europe peut être un petit peu difficile après un voyage au milieu des grands espaces, avec en plus la gestion du décalage horaire
à faire. Du coup, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est de prendre un vol en classe affaires, en business class. Vraiment une classe de grande qualité. C'est des appareils qui sont assez récents et ça vous permettra vraiment de vivre une expérience luxueuse et confortable jusqu'à la fin de votre voyage. Voilà pour moi. Merci beaucoup Camille et encore merci à toi Maryse pour ces belles présentations qui font vraiment rêver. Alors moi personnellement, je ne connais pas l'ouest du Canada, mais ça a l'air d'être vraiment un monde extraordinaire, surtout sous un peu la magie de l'hiver qui fait effet. Ça a l'air vraiment génial. Alors je vois que nous avons certaines personnes qui ont posé des questions. Alors il y a Philippe qui nous demande, il dit: «J'ai entendu parler du train transcanadien qui va de Toronto à Vancouver en hiver. Pouvez-vous nous en parler et quel est son coût?» Alors Maryse, tout à l'heure, tu as commencé à en parler, donc je te laisse développer un petit peu. Oui, alors, le transcanadien, effectivement, c'est celui qui part de Toronto jusqu'à Vancouver et on peut aussi le faire de Vancouver jusqu'à Toronto, donc il va dans les 2 sens. Donc, comme je vous ai expliqué, vous avez droit à 2 arrêts sur le trajet. Sachez que le train ne passe pas tous les jours. Donc si, par exemple, vous optez pour, un arrêt, comme on disait tout à l'heure, donc soit à Winnipeg, soit, à Jasper, par exemple, il va falloir prévoir au moins 2 nuits pendant cet arrêt-là, parce que le train va passer que 2 jours plus tard. Donc, c'est aussi pour ça que, bah, vos conseillers sont là, pour, meubler. Puis c'est une excellente, façon, par exemple, de traverser une partie du Canada, s'arrêter à Jasper, par exemple, de prendre une voiture, se promener un peu dans la région, aller à Métis Crossing, peut-être bien même et donc, et puis après reprendre le train, pour continuer, vers l'ouest du Canada, vers, Vancouver. On peut aussi prendre le train au Canada donc il y a des trains qui sont alors c'est pas du TGV, mais un petit peu plus rapide entre, le secteur donc, Québec et Toronto et vous avez un train qui est similaire au train Le Canadien dans le sens, au niveau confort et au niveau prestations à bord du train, qui va aller vers les provinces maritimes. Celui-ci, il part donc de Montréal et il va jusqu'à Halifax. Donc, vous suivez tout le fleuve Saint-Laurent, vous arrivez vers l'estuaire du Saint-Laurent, c'est des très, très beaux paysages. Là, plutôt que de voir les montagnes et les prairies, on va voir, le côté, plutôt mer, du Canada. Voilà. OK, merci beaucoup Maryse. Il y a Alain qui nous demande s'il est possible de voir des ours polaires dans cette région du Canada? Il y a beaucoup d'ours, grizzly, dans les provinces de l'Ouest, des ours bruns. Les ours polaires, si on veut les observer, il faut plutôt aller au Manitoba. Le Manitoba, c'est la province qui est vraiment tout à fait au centre du pays. Donc, je vous parlais là, il y a 2 secondes, de la ville de Winnipeg. Donc Winnipeg, c'est la capitale du Manitoba. De Winnipeg, on peut soit prendre un train pour aller jusqu'à Churchill, qui est un grand point d'observation pour, les ours polaires, ou sinon vous avez, beaucoup de forfaits, clés en main qui sont organisés, donc au départ de Winnipeg où on vous amène en avion jusqu'à Churchill. Là, vous avez par exemple des formules où soit vous logez, en auberge, à Churchill ou en hôtel, et puis à la journée, vous allez voir les ours polaires avec les gros, Tundra Buggy là, c'est des énormes camions, qui fonctionnent de plus en plus à l'électricité d'ailleurs. Donc il y a un gros projet par rapport à ça pour que tout passe à l'électrique, même sur ces gros camions-là et ce qui est possible aussi de faire et qui est vraiment exceptionnel, c'est, d'aller, dormir sur, la toundra et donc là, on vous amène, en camion, on installe un immense camion donc où ça ressemble quasiment à un train, hein, c'est plusieurs camions qui sont accrochés un derrière l'autre et il y a tout un système de dortoirs, avec, beaucoup d'espace, il y a quand même pas mal de confort aussi et puis, bah, vous avez le camion restauration, vous avez, aussi des guides conférenciers qui sont avec vous et puis, bah, quand on dort, en extérieur comme ça, bah, on n'est pas en extérieur, on est dans le camion, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des passerelles où on peut aller en extérieur et s'il y a des aurores boréales, vous pouvez, donc aller observer, faire le combo, ours polaire, aurore boréale, c'est assez magique. Magnifique. Laure nous demande, Camille, elle est plus pour toi cette question, est-ce que, l'ouest du Canada, c'est une destination adaptée si on part seul?
Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai que si la conduite, n'est pas un problème, pour vous, on peut tout à fait organiser un même, programme que si vous partiez à plusieurs. Après, si jamais vous ne souhaitez pas conduire, sur place, il y a possibilité d'organiser, des transferts privés ou sinon justement de se déplacer en train. Si par exemple on souhaite combiner, les Rocheuses et terminer sur Vancouver, ça se fait très bien. Et au Yukon, après, il y a pas de souci non plus, puisque là, pour le coup, vous êtes vraiment pris en charge dès votre arrivée à l'aéroport. Et point de vue sécurité, au Canada, il y a vraiment rien à craindre de toute façon. Et OK, si je peux me génial. permettre, Camille, aussi, on parlait de Vancouver et Whistler. Si vous êtes intéressé par un séjour ski, sachez que de Vancouver jusqu'à Whistler, il y a énormément de services de navettes. Ça, on peut même Mmh. le prévoir pour vous avant. Et donc, même s'il n'y a pas de train, par contre, il y a un service de bus ou de navettes comme ça qui peuvent être privatives, même si vous le souhaitez, pour relier les deux grandes villes. Et puis après, bah, vous êtes accueilli par votre guide en arrivant à Whistler. Donc, ah oui, moi je pense qu'il faut pas que ce soit un frein, pour le voyage. Top. David nous demande si, s'il y aura une conférence sur l'est du Canada. Alors Maryse, il faut qu'on organise ça bientôt, hein, puisqu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc Il y a merci de beaucoup l'appétence, c'est David. bien. Ouais, on va essayer d'organiser ça très prochainement. On a Angélique qui nous demande quelles sont les températures en hiver dans le Yukon et quel type de vêtements, il faut emporter dans sa valise. Camille, est-ce que tu peux nous dire? Oui, oui, bien sûr. Alors, les températures, alors c'est sûr qu'elles vont être assez variables selon, le mois de votre départ. En général, c'est le mois de janvier qui est le plus froid. Les températures peuvent varier entre -20 et -40, sachant que bien sûr, souvent le moment le plus froid, c'est pendant la nuit. En termes de vêtements, moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de faire un petit peu la technique de l'oignon, c'est-à-dire de bien superposer les couches. Ça va vous permettre aussi, dès que vous allez rentrer dans un intérieur, de les enlever facilement. Sachant qu'après, certains prestataires d'activités proposent la location d'équipements, grand froid, d'équipements techniques qui vous permettent de ne pas investir, vous, dans des vêtements, trop chauds que vous ne remetteriez pas, en France ensuite. Mais sinon, une très bonne veste de ski, un pantalon de ski avec, plusieurs couches en dessous, ça peut très bien faire l'affaire. Génial. Alors, bah, justement, Camille, tu nous disais que le mois le plus froid, c'est janvier et Michel nous demande jusqu'à quelle date peut-on parler de l'hiver et faire toutes ces activités? Donc, au qu'est-ce que sur quelle période s'étend l'hiver dans l'ouest, du Canada, Maryse? On peut commencer à faire du très bon ski, dès le début décembre, hein, en Alberta surtout, et puis après, donc Whistler sur les premières pistes vont être ouvertes, à ce moment-là de l'année. Et on peut, considérer que c'est, bien enneigé encore, jusqu'à la fin mars. Alors ça dépend des années. Après, des fois, on a des mois d'avril où, toutes les activités sont encore proposées. Donc, on peut dire que ça va de décembre, même, ouais, fin novembre, début décembre, jusqu'à mars-avril. Donc si vous rêvez d'un Noël, blanc au Canada, là, ça peut être une très bonne région parce qu'il y a énormément de décorations, ça amène un côté assez magique, quand je vois le petit personnage dans l'arche là, tout enneigé là, c'est magnifique quoi. Ouais. Super. Angélique nous demande, également quels sont les animaux qu'on peut observer en hiver dans l'ouest du Canada? Parce que tout à l'heure, tu parlais des grizzlies, Maryse, mais j'imagine ils hibernent, pardon, les grizzlies à cette Ah époque de oui, l'année? ça, c'est la saison où ils dorment. Ils font dodo? OK. Exactement. Du coup, On peut qu'est-ce qu'on peut voir, observer? on peut voir des mouflons, on en parlait tout à l'heure. On va voir aussi, bah, il y a les cervidés, hein, qui se promènent encore, qu'on peut voir. Alors si on a un peu de chance, on peut voir des castors aussi, puisque dans le parc de, Stanley Park, donc qui est dans le centre-ville de Vancouver, il y a un très grand lac dans ce parc-là et donc on peut voir, hem les castors aussi. Il y a certains endroits où on peut apercevoir des aigles, dans la région de Vancouver encore. Hem, Ce qui est intéressant, c'est de prendre un guide justement, parce qu'il y a très peu de son l'hiver, hein. La neige étouffe un petit peu ou en tout cas camoufle, le son et en ayant un guide, on peut vraiment aller à la recherche des empreintes et c'est ça qui est super intéressant à faire aussi,
pister un peu les différentes espèces. Très sympa, très sympa. Romain nous demande, Camille, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de budget quand on veut partir dans l'ouest du Canada? Alors c'est vrai que c'est difficile Ouais. quand on parle de voyage personnalisé, mais voilà, peut-être que tu peux nous donner une fourchette? Bah, pour vous donner une fourchette un petit peu sur les itinéraires que je vous ai présentés avant, c'est vrai que, par exemple, pour le séjour, d'1 semaine du côté de Banff avec toutes les activités, alors comme disait Julie, ça va varier aussi de la période à laquelle vous souhaitez partir, si c'est pendant ou hors vacances scolaires, mais prévoyez une fourchette avec un prix à partir d'à peu près 3 000 €. Le Yukon, ça va être à partir de 4 500 €. Souvent, c'est les vols aussi qui vont décider de votre, période de départ parce que vous n'avez pas forcément des rotations, correctes tous les jours et pour les ski, là, vu qu'on est sur un produit un petit peu plus spécifique, faut prévoir, un budget à partir de 5 500 € par personne en moyenne. OK, je te Sachant remercie. qu'après, voilà, on peut adapter tout ça, en fonction de vos envies aussi. Top. Je vois que Luc nous a posé une question également. Il aimerait savoir s'il est possible d'organiser des treks, en traîneau à chien, plus longs que ceux dont tu as parlé, notamment, par exemple, d'une durée de 8 jours. Est-ce que ça, c'est possible d'organiser ça dans l'ouest du Canada? Alors 8 jours en toute transparence, je n'en ai jamais organisé. J'ai déjà organisé un qui durait sur 5 jours. Après c'est vrai que souvent, vous ne pouvez pas non plus vous enfoncer trop, trop loin dans les régions parce qu'après il faut revenir. Mais je sais en tout cas que sur 5 jours, ça existe. OK, super. Bon, apparemment, Luc est un aventurier. Il a envie d'aller explorer les confins de l'ouest du Canada. C'est génial. Alors Maryse, il y a Laurence qui nous demande, si tu peux nous parler un petit peu, de l'ouest du Canada en été. Est-ce que tu as des conseils, des recommandations? Même si j'ai l'impression, on l'a vu lors de ta présentation, qu'il y a quand même beaucoup de choses, heu que l'on peut à la fois enfin qu'on peut aller, découvrir en hiver comme en été. C'est juste que les paysages, ont l'air très, très différents. Ah, il y a ton micro qui est coupé, Maryse. Effectivement, donc les paysages sont très différents. Je vous dirais ce qui est la grande différence entre l'été et l'hiver, c'est que, on va peut-être en hiver, on va avoir tendance à vous conseiller à se concentrer soit sur la région des Rocheuses, soit, sur la région, côtière, je parle là de Vancouver avec Whistler et pourquoi pas, l'île de Vancouver. On va pas relier les 2 régions. Puisque ça fait une très grande traversée, soit en voiture et bon, généralement, les gens ont un petit peu moins de temps, pour les vacances d'hiver, donc même prendre un vol intérieur, c'est plutôt le timing qui va nous restreindre. L'été, si on a plus de temps, ce qui est le gros avantage, ça va être de pouvoir traverser vraiment les Rocheuses en voiture. Pourquoi pas passer par un petit peu, vers le nord là pour, aller jusqu'à, le parc de Clearwater qui est, en haut de Kamloops, par exemple, où là, il y a des chutes, magnifiques, qui viennent compléter un peu les paysages qu'on vous a présentés. Ou sinon, par le sud, vous avez, le sud de la Colombie-Britannique, vous avez toutes les régions, très, agricoles. C'est là où il y a toutes les régions, viticoles aussi, donc il y a pas mal de beaux territoires à découvrir et ce qui va être, intéressant à prendre en compte aussi, on vous parlait tout à l'heure du vol WestJet qui est direct entre Paris et Calgary. C'est un vol qui est annuel, donc qui tourne toute l'année et sachez qu'il y a des correspondances qui sont possibles vers Vancouver et vers Edmonton. Donc dépendamment de votre, itinéraire que vous souhaitez faire, vous pourrez toujours faire le direct, ce tronçon-là, donc le Paris-Calgary, c'est beaucoup plus confortable et puis après, vous prenez un tout petit vol intérieur avec WestJet, donc les bagages, suivent, vous vous en occupez pas, et puis pour aller soit vers, OK, donc on peut tout à fait imaginer, commencer son voyage, arriver à Calgary, puis après repartir, de Vancouver après son séjour. c'est ça, vous ferez un petit saut de puce entre, Vancouver et Calgary. De là, vous reprendrez l'avion, en vol direct vers Paris. Et je me permets d'ajouter qu'en été, on peut également, découvrir l'île de Vancouver. Donc c'est vraiment la grosse île qui est à l'ouest, de la ville et là, on est vraiment sur des paysages, très sauvages et c'est également un très bon spot pour l'observation, des baleines et des orques. Ah oui, c'est ça, donc là, en revanche, la faune est très différente, j'imagine, en été, par rapport à l'hiver?
C'est un super Exactement. bon point et c'est vrai que là, pour le coup, Mmh. toutes les espèces, iconiques du Canada sont on peut les observer, ouais, l'été. Magnifique. Bon, bah, tout ça, ça donne envie d'organiser son voyage avec toi, Camille. Un grand merci Maryse pour cette belle présentation, de ton pays. Merci Camille pour tout ce que tu nous as, fait découvrir également. J'invite, bien tous nos internautes, à consulter notre site pour découvrir, tous nos produits, au Canada et particulièrement dans l'ouest du Canada en hiver. N'hésitez pas à contacter Camille si vous avez, besoin de renseignements ou si vous voulez établir un devis. Camille ou un de ses collaborateurs, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour un autre webinar et à la découverte d'une autre destination tous ensemble. À bientôt Maryse, à bientôt Camille. Merci à tous, à Merci bientôt au beaucoup, à Canada. bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Alors je vois, il y a une petite question, il y a Martine qui Ah, demande si elle pourra avoir un replay parce qu'elle vient de se connecter. Bien évidemment, vous recevrez tous, un lien pour pouvoir regarder le webinaire en replay et vous pourrez le partager à tous vos amis si besoin. Voilà, un grand merci à tous, passez une excellente journée. Au revoir.